Hello à tous, comment ça va en cette chaleur caniculaire? Aujourd'hui, nouvelle chaîne. Vous me connaissez peut-être sur Star Wars Unlimited, vous m'avez peut-être vu en tournoi. J'ai aussi une chaîne YouTube sur les jeux de société, donc vous me connaissez peut-être de là, Meeple on Fire. J'ai décidé de lancer une chaîne compétitive française, incroyable, sur Star Wars Unlimited. On va voir ce que ça dit. Ça a été une longue hésitation entre français, VO, enfin en français ou en anglais. Parce que bah, on n'était pas sûr qu'en français il y aurait suffisamment de gens. Mais bon, on va voir. Pourquoi cette chaîne? Personnellement, je trouve qu'il y a un petit manque sur le côté compétitif en francophone. Donc je me disais que ça pouvait être intéressant. Et puis on a lancé une team il n'y a pas longtemps avec des potes. Vous avez peut-être vu le tag passé qui s'appelle NO. On a notre joli petit logo ici. Donc voilà, ça me paraissait, comme première vidéo, ça me paraissait être bien de faire un petit point de la méta 7.4 qui a été très intense. Et moi, de mon parcours, un peu ce que j'ai fait, et puis à quoi on peut s'attendre pour le 7.5, puisque les cartes ont été reveal depuis un moment. Et il y a déjà le championnat du monde qui arrive dans 3 semaines, alors que les cartes ne sortent que la semaine prochaine, et les avant-premières cette semaine. Donc voilà, attaquons directement ça. Donc, on va commencer par Lille. Donc ça, c'était un timing un peu particulier. Le ban de Django a eu lieu 3 semaines avant Lille, je crois, donc championnat d'Europe. Euh, et ça a ça a rebattu toutes les cartes parce qu'il y a eu le ban de Django, de Triple Dark Raid et évidemment de DJ aussi, qui changeait pas mal la donne sur Anjon. Et ça s'est vu après, c'est-à-dire qu'on a très peu vu de Anjon par la suite, on va en reparler, mais même en fin de méta, là, il y en a toujours très peu. Donc voilà, moi personnellement, j'ai pas réussi à me qualifier jour 2, j'ai fait un petit 120e, donc 6-3, il fallait faire 7-2 pour être qualifié jour 2. Pas évident, j'ai eu un parcours pas évident parce que je tombe sur un envers très bon joueur très tôt, avec qui je suis resté pote d'ailleurs, un Italien. Je perds 2-1 alors que la troisième game, je sais toujours pas comment je l'ai perdu, très très compliqué. Sachant qu'un envers à ce moment-là, ça restait quand même un deck vraiment dur à counter. Parce qu'il te faisait un départ Faucon ou Athéoleur dans Chewbacca. Donc ça, ce genre de départ, ça pouvait être assez rude si tu n'avais pas la réponse de suite. Et derrière, je me retrouve, bah du coup, une fois que tu commences à perdre, tu vas te retrouver comme des decks lents. Et là, je tombe sur quoi? Sur Pulp 1 vert. Et c'est littéralement le pire match-up que je puisse avoir avec du Admiral, Pied de Bleu, ce genre de choses. Parce que c'est des decks qui rampent encore plus vite que Bosque et qui rentrent plus vite et qui ont plus de value en late. Donc voilà, ma liste a ressemblé à ça à ce moment-là. Donc bah, le classique, hein, les primes au début, beaucoup de late, le barrage et beaucoup de drop 3 pour aller chercher avec les primes et avec Vador. Un petit client off-color. Et j'avais une petite surprise aussi, j'avais un petit I Am Your Father qui marche très très bien contre Anne et contre Queenlan. Malheureusement, bah, j'en ai rencontré très peu, à part ce Han là. Mais le truc, c'est que le Han vert, il dépend aussi beaucoup du ramp, s'il ramp ou pas. Et puis si j'ai pu gérer son early éventuellement aussi. Donc voilà, donc du coup, bah, j'ai une loss gratos contre Rampal vert. Je perds quand même 2-1, mais c'est vraiment trop dur post-side. C'est vraiment des decks qui grind comme jamais. Donc vraiment très compliqué. Et bah, derrière, après, j'arrive à enchaîner une succession de wins. Et je me retrouve sur la dernière game où je peux me qualifier jour 2. Et là, je tombe sur un boss bleu. Je me dis, cool, bon match-up pour moi. Je l'avais traîné la veille avec un pote Noda qui se reconnaîtra peut-être. Donc plutôt à l'aise avec le match-up parce que normalement, je rampe et je grind au-dessus. Sauf que dans cette liste, j'ai que 2 dragons crate. J'ai pas tant que ça pour mettre des dégâts indirects. J'ai 2 Ruthless Rider aussi. Mais maintenant, ils ont no glory and les results pour aller te le détruire et utiliser le one defeated. En plus de ça, ils peuvent faire ça sur ton technicien super laser pour t'empêcher de ramper aussi. Donc clairement, Bleu Villainy, c'est devenu contrôle, c'est devenu un peu plus compliqué qu'avant avec Bosque, clairement. Mais je m'attendais quand même pas à me prendre un 2-0 sec. Le mec était excellent et surtout, il avait une manière de jouer boss bleu que j'avais rarement vu. Il jouait un espèce de contrôle agressif. A priori, après avoir discuté avec lui, il avait pas mal joué le match-up boss vert, donc vraiment pas de chance pour moi parce que c'est un deck totalement inexistant à ce stade de la méta. Il était un peu présent fin de 7-3 et c'était un deck que je jouais aussi. J'avais fait un top 8 7-3 sur un PQ, un gros PQ. Mais là, 7-4, vraiment personne le jouait, absolument personne.
Donc, ouais, pas de chance entre le pal vert et le boss bleu qui connaissait très bien le match-up. Pas évident. Après, tomber sur un bon joueur, le hand vert, ça c'est plutôt logique, hein. Je perds 2-1, bon, c'est pas illogique. D'ailleurs, ce mec, il fait top 16 après, je crois, derrière, sur le jour 2, il se qualifie à 8 ans. Donc voilà, un vraiment très bon joueur. Et il gagne régulièrement des PQ en Italie, même sur ce set. Donc ça, c'est pas illogique. Mais le pal vert, j'ai vraiment pas de chance. Et là, le boss bleu, pas de chance aussi d'être contre quelqu'un qui connaît très bien le match-up. Vraiment pas évident là. Donc malheureusement, je me qualifie pas jour 2. À ce moment-là, je me dis, bon, boss vert, c'est peut-être pas le match-up, c'est peut-être pas le deck le plus safe pour la suite. Derrière, j'enchaîne. Alors, c'est pas là, j'enchaîne sur Anakin bleu. J'ai pas le deck là sous les yeux parce qu'entre-temps, je les délète. Pourquoi? Parce que bah, Anakin bleu se comporte plutôt bien dans la méta. On a quand même deux Anakin bleus, donc pas Bass Colossus, Bass 30, dans le top 8 du plus gros tournoi à date. Donc il y avait quand même 860 personnes. Donc à ce moment-là, Anakin bleu très bon dans la méta. Il y a la fameuse Redata Vol qui survient pour la première fois par Yeosera. On va en reparler parce que ça a été un pan hyper important de la méta. Et on commence à avoir déjà ces data vols, dont une Sabine data vol, ça avait grave créé la surprise à ce moment-là. Une Kira data vol qui commençait à arriver aussi. Je sais plus si les tournois américains avaient eu lieu à ce moment-là, mais clairement il était démocratisé à ce moment-là, notamment avec Cathy Odie. Mais je sais plus si lui, il avait trouvé ça avant. Il me semble bien hein, qu'il a trouvé ça avant, mais bon, ça a commencé. Datavolt ici. Moi, vous avez vu, j'étais déjà en avance sur mon temps aussi. Pareil, je jouais Datavolt. Mais avec Boss, que c'est plus évident parce que les 60 cartes, c'est vraiment pas un problème. Hormis pour le ramp éventuellement, mais t'en as quand même 9. Et le barrage, j'avoue. Mais le truc, c'est que t'as besoin de tellement de réponses à tellement de trucs. Et t'as 15 cartes obligatoires dans le deck qui sont 9 primes et 6 rampes. Donc, c'était déjà très dur de faire un deck de 60, donc voilà. Hormis pour le barrage, je trouve que c'est pas vraiment un problème. Tu répartis tes quantités différemment, mais voilà. Et donc, je passe en mode Shodown Anakin, et là, ça se passe plutôt bien. Je gagne en Shodown et je fais finaliste sur un autre, j'en fais que deux. Donc là, ça se passe plutôt bien, et je me dis, j'avais pris la base de DIFE d'ailleurs, qui pour moi est le meilleur joueur mondial sur Anakin. J'avais pris sa base, j'avais changé quelques trucs, mais voilà, je me dis, ok, Anakin, cool. Et là, qu'est-ce qu'il arrive? Je l'avais anticipé déjà à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il arrive? On fait un fast-forward sur le PQ Paris, premier PQ Paris qui était le 31 mai. Là, je commence à voir qu'il y a les vadeurs jaunes qui arrivent massivement. Et là, je me dis, non, Anakin, c'est pas une bonne idée, parce qu'il est très faible en termes d'aérien. Et si tu veux build anti-aérien, bah, du coup, tu t'affaiblis sur le sol. Et ça me dérangeait un peu. J'avais pas trouvé la meilleure option. Donc, je suis repassé sur Boss Vert à ce moment-là. Sur quoi je tombe sur ce PQ? Donc petit PQ au final, il n'y avait que 44 joueurs. Parce que c'était à l'Epita, c'était pas la bonne salle. Et finalement, comme on n'était pas nombreux, ça s'est passé directement ultra jeu. Bref, ce PQ a été boudé. Du coup, il y a eu une condensation de très bons joueurs sur celui-là, assez énorme. On a vraiment vu là tous les très bons joueurs qui étaient à ce PQ. Et beaucoup de vadeurs jaunes. Et malgré le fait que je reprenne Bosque, donc c'était une liste assez similaire à Saint-La, malgré ça, je me tape deux Vador. Le premier, plutôt bon joueur, deux sorties moyennes, il me fait deux excellentes sorties. Je perds 2-0 sec. Et après, je tombe contre un joueur vraiment average, vraiment moyen. Et je me prends 2-0. J'ai deux sorties, mais infâmes. Les deux games, j'ai pas de prime T1. Et là, en T2, j'ai pas de removal. Enfin, l'enfer, tout sort à l'envers. Donc, je me prends 0-2 sur mon premier PQ de 7, l'enfer. Donc, je drop immédiatement parce que c'est mort sur 6 games, sur 6 rounds. C'est absolument mort pour se qualifier en top 8. Donc là, je suis complètement dégoûté. Je me dis, c'est pas possible. Je peux plus jouer Anakin, je peux plus jouer Bossk. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça devient le deck un peu Nemesis. Sauf que PQ d'après, donc là, on les voit de plus en plus évidemment. PQ d'après, je vais à Angers et là, je build contre. Et j'en rencontre 3 en ronde sur cette ronde. Et je me retrouve top 6, top 8, donc 6ème. Donc là, très bonne perf parce qu'on est quand même sur un tournoi 127 joueurs où il y a à la fois la plupart des meilleurs joueurs de Paris qui viennent et la plupart des meilleurs joueurs du centre
et un peu du sud qui viennent, mais surtout du centre. Sachant qu'on en connaissait pas mal, parce qu'il y avait pas mal de gars on a pas mal de gars de la team, dont Camino, Erendil, Pedro, qui viennent du centre. Donc voilà, je savais que ce PQ, il y avait une grosse compète. Et avec le poteau stup, on arrive à se qualifier tous les deux en top 8. Sachant que lui, il jouait Queenlan et il n'était pas très serein avec. Et moi, je lui ai dit, à ce moment-là, donc on est en juin, on est le 6 juin, 8 juin, pardon. Je lui dis, Queenlan, moi, je le sens très bien dans cette méta. On voit que Yukunur est passé dessus aussi. Où est sa liste d'ailleurs? Ah, il le joue. Bah si, il le jouait. Ah non, il le jouait pas à ce moment-là. Bah si. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, il y a un problème, il doit y avoir un bug. Ouais, parce que... Ah, il y a un bug. Il n'y a pas Yukunur sur la liste. Ok. Trop bizarre. Je sais pas où il est. C'est très très bizarre. Bah, c'est pas French Palpatine, il y a un bug. C'était Yukunur qui a fini premier. Bon, il y a eu un contest et tout. Bref, c'était un Queenlan. Donc il y avait deux Queenlan en top 8. Je sais pas ce que fait Palpatine. Là, il devrait être en 9. Petit bug sur la liste. Bref, je sais plus où j'en étais, mais ouais, voilà, j'arrive à me qualifier. Je sais que Queenlan est bien. Et Bosk, c'est un très très bon match-up contre Queenlan. Malheureusement, j'en croise pas un seul. Et malheureusement, je tombe sur Loulou en top 8. Sachant que ma seule loss en ronde, c'est contre un autre Anne de Verre. Et je suis en mode aïe aïe aïe, je suis pas très très bien bulle contre Anne de Verre pour la simple et bonne raison que regardez ma petite liste, j'ai tellement build contre Vador et Sabine, principalement, que bah, dans mon side, j'ai rien contre Sabine, absolument rien, et j'ai plus de clients en main. Donc ça veut dire que j'ai pas de marge de manœuvre qu'ont les decks aggro terrestres que sont Sabine et Anne de Verre. Et j'ai senti que Anne de Verre, j'avais moins l'habitude du match-up. Et Sabine, je l'ai beaucoup train, mais Anne de Verre moins. Et il a des spécificités du match-up que je gère moins. Et je l'ai senti clairement, je fais bah, une ronde contre Anne de Verre, je perds 2-1. Et une autre ronde, et mon top 8 contre Anne de Verre, je perds 2-1 aussi. Et je sens qu'il m'a manqué le client. Donc vraiment dur, là, bah, là c'est un mauvais choix de ma part. Clairement, là, typiquement, ces deux sentinelles, j'aurais dû en mettre une de moins, une sentinelle de moins aérienne. Sachant que comme adaptation contre Vador 4, j'ai fait quoi? J'ai mis deux TIE Silencer parce que c'est un excellent T1 contre lui. Du coup, je me retrouve avec 11 T1 contre Vador. Alors qu'avant, j'en avais que 9, j'avais que mes 9 primes. Du coup, ce TIE Silencer, il marche vraiment bien. Et il m'a vraiment aidé, hein. Quand il est tombé, il a fait la game à chaque fois. Et j'y suis pas allé par 4 chemins. 3 bombing runs direct en side. Parce que vraiment, le match-up m'a saoulé. Et un Eagle escort en plus, sachant que j'en ai déjà deux, pour aller gérer les TIE Phantom et les Victor Leader. Let's go, je m'emmerde pas, voire même l'unité qui capture. Je m'emmerde pas, là j'ai 3 Open Fire, 3 Eagle, 3 Bombing. Sachant qu'en fait, tu peux te permettre de faire ça parce que tu peux virer mais la moitié de tes cartes contre Vador. T'as tellement de cartes qui servent à rien. Vador, Maul, Crête Dragon, la plupart du temps, ils servent à rien. Sachant qu'en gros changement aussi, j'ai mis un Devastator 4 qui est vraiment bon. Il a été oublié pendant longtemps avec Bosk, mais en fait il est vraiment bon parce qu'il passe à travers les shields, il met 4 dégâts, donc il est utile à la fois pour gérer un truc et à la fois contre contrôle pour mettre 4 dégâts direct base. Il te sert même contre de finisher aussi. J'ai gagné des games où les 4 derniers dégâts je les ai mis avec ça. Donc voilà, on a vraiment réorienté le deck. 3 crêtes dragon aussi qu'on contrôle, pareil, ça suffit, les conneries, marre de perdre contre des boss bleus et tout. Donc voilà, j'ai réorienté le deck, mais du coup, ça c'était des modifs qui avaient déjà eu lieu sur le PQ d'avant, mais du coup, la principale modif, c'est les 2 TIE Silencer et les 3 Bombing Run en side qui font vraiment le café. Euh, Quand il sort son truc qui est boosté de +1/+1 par unité et qu'il n'y a pas de taille fantôme sur le board, bim, bombing run, ça défonce tout. Et potentiellement, Victor Leader peut rester vivant, mais si tu lui as mis une prime et un dégât ou si tu as géré le Victor Leader avant, pas de problème. En général, le timing, c'est il sort Victor Leader, tu l'open fire ou tu lui mets le 4-1. Tour d'après, il met son clone déserteur potentiellement. Toi, si tu as rampé, tu bombing run, tu gagnes la partie là-dessus. Donc voilà, ça s'est très bien passé, ça a très bien marché. Donc là, cette fois, j'ai fait un très bon métacall. Malheureusement, j'ai oublié ces putains de clients. Et sachant que Keo, en plus, et Nodam, enfin surtout Keo, il en jouait 3 en main, qui est repassé sur Red Data Volt après.
Il m'a dit vas-y, joue les clients. Tout le monde me disait de jouer les clients. J'ai pas joué les clients parce que je me disais que c'était trop. Parce qu'en général, contre Sabine, j'avais pas forcément besoin. Et contre 1-2, en fait, j'en avais besoin. Donc voilà, malheureusement, je perds quand même avec les honneurs parce que je fais 2-1 contre Loulou qui est vraiment un excellent joueur. Et j'ai pas de chance parce que je prends pas le Sabine, je prends pas les Queenlan et je prends pas non plus potentiellement Redata Volt où je pense que j'ai un très bon match-up. Alors Redata Volt c'est bizarre, je la rencontre jamais en tournoi mais sur Petranaki à chaque fois je la bats, sachant que je rencontre pas énormément. Le truc c'est qu'aujourd'hui les Redata Volt c'est tous des très bons joueurs. Donc contre un très bon joueur je sais pas, mais j'aurais bien aimé tenter ma chance contre. Je pense vraiment que j'ai de très bonnes chances contre Redata Volt. Voilà, c'est la chance du pairing, ça peut arriver. Tu peux te retrouver en top 8 et perdre de suite, ou avoir les bons pairings et te retrouver en finale. Voilà, ça peut arriver, mais très bonne perf. J'étais content, j'ai fait des très bonnes games, peu d'erreurs. Voilà. Ensuite, PQ à Paris, donc là c'était la semaine dernière, donc dernier PQ, on est le 29 juin. J'ai plus du tout suivi la méta à ce moment-là parce qu'on était déjà sur le 7-5. Les reveals du 7-5 avaient déjà eu lieu il y a 2 semaines. Donc voilà, je me dis, tournoi de fin, on y va en mode un peu tranquille. Beaucoup de gens y allaient un peu avec cet état d'esprit. Donc voilà, comme je l'ai dit, Queenlan, deck de fin de méta et Redata Volt. Voilà, pour moi, en fait, il y a eu un gros changement en fin de méta. Il y a eu Boba Datavol qui a commencé à apparaître en fin de méta. Mais sinon, voilà, les pics de fin de méta vraiment safe, on les voit vraiment là. Je trouve que ça représente parfaitement la fin de méta. Queenlan, Redata Volt, on en voit 2 et 2. Dark Vador jaune toujours là. Sabine toujours là. Et Sabine, et on peut mettre Anne de Iciel, hein, le fameux loulou qui est encore là. Hein, et je crois qu'il a fait top 8 à chaque fois, c'est insane. Donc voilà, les deux agros qui sont ici. Et le Boba en plein milieu, du coup, en rouge-vert Vileni, c'est plutôt Boba Datavol que Bosque, hein, clairement, qui a percé. Parce que très fort en aérien, il bat plus facilement Vador jaune. Il met des dégâts indirects dans tous les sens, donc contrôle, il en fait qu'une bouchée. Donc je pense qu'il est moins dur à jouer aussi. Je pense qu'il est un peu mieux armé contre pas mal de trucs. Mais je pense qu'il est moins fort contre Queenlan par contre. Sachant que moi, Queenlan, j'ai de la pioche avec ma bounty. Si je pioche 4 avec la bounty, la game elle est finie contre Queenlan. Donc voilà, moi j'ai vraiment une très très grosse arme contre Queenlan. Euh, mais voilà, donc là, bah, malheureusement, je fais 5-2. C'est la place du con, je fais 16e. Donc on est plein de 5-2 là, évidemment. Là, vous voyez des 5-2-1, c'est parce qu'ils ont fait draw sur la dernière. Euh, voilà, bah alors, pas de chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je tombe sur un Vador jaune. Et cette fois, ça se passe mal. J'ai le même deck. Et en plus, j'ai client en plus. Ça se passe mal. Je sais pas ce qui se passe. Première game, j'ai pas de prime. Donc, bah, ça se passe mal. Direct, j'ai ni prime, ni mon 3-2 dans l'espace. Et la deuxième game, j'ai prime. Mais j'ai rien. J'ai zéro removal. Pas d'open fire. Pas de 4-1. Pas de rampe. Pas de barrage. Pas de bombing run. C'est impossible de gagner comme ça. Donc voilà, c'est con parce qu'en plus, c'est contre un bon joueur. Il a fini combien? Je le vois pas. Ah oui, il a perdu, il a bien perdu après, il a fini que 23e au final, c'est pour ça que j'ai un pairing dégueulasse, mais c'est lui qui a gagné le PQ Majestic. Et il a fait top 8 au PQ d'avant, aussi au PQ Angers, il fait top 8. On le voit où? Bon, voilà, c'est lui, Zafael. Donc voilà. Donc je perds contre lui. Ok, j'ai grillé mon joker, ça arrive de perdre contre un bon joueur. En plus, je fais mes mauvaises sorties. Bon, ça arrive, il y a toujours une game où tu vas faire une mauvaise sortie au mauvais moment. Et après, je me retrouve contre Voilou. Et là, ça, je m'y attends pas. Alors, je me tape des Boba Datavolt. J'en prends 2 ou 3, je sais plus, je les bats. Malgré le fait que je connaissais assez mal le match-up, je trouve que dans le miroir, moi j'avais l'impression d'avoir l'avantage, sachant que je connaissais quand même des lignes de play. Typiquement, si je joue Admiral Pride, je vais vous le montrer la liste. Hop, on le voit ici. Il est où? Ah, il est là. Je suis con. La carte clé contre moi, c'est vraiment General Pride. Hop. S'il pose, je peux pas poser de prime dessus parce que non seulement il a l'initiative, il me met 5 par tour, je pourrais pas revenir. Et en plus de ça, il peut mettre les dégâts sur lui pour enlever la prime, donc n'importe quoi. Donc je dois passer et virer absolument le General Pride. Donc à chaque fois que je l'ai vu, c'est ce que j'ai fait. Sinon, je peux mettre des primes. Donc voilà,
match-up, j'ai fait des 2-1, mais voilà, je me sentais à l'aise. À partir du moment où je rampe, je me sentais plutôt à l'aise avec le match-up. Par contre, je tombe sur quoi? Sur des Hidden Data Vault, donc encore plus contrôle et greedy que Kira, avec des... comment il s'appelle là? Le gros vaisseau à 11 en main. Voilà, Annihilator, non mais il en jouait 2 en main, des techs en main, donc la grid absolue. Ça jouait même ça pour ramper, bon ça c'était pas très significatif. Mais voilà, du restock, du vigilance, ça jouait même ça en main, du bounty intercrew pour te faire meuler. L'enfer total. Si j'avais su qu'il y avait ce genre de truc qui popait dans la méta, j'aurais joué des bombardements planétaires, là, le truc qui met 8 dégâts quand t'as rien sur le board. J'aurais gagné sans problème. Malheureusement, je fais 2-1. La troisième game, on va au bout du time. J'avais mon deck meulé, je savais qu'il pouvait me gérer mes derniers trucs. J'ai décidé de lui concéder plutôt que de prendre le draw. Parce qu'avant de démarrer la troisième game, je lui ai dit, si l'état de la game fait qu'on voit qu'il y a un gagnant, euh, je considère qu'on la joue fair play, qu'on la concède à l'autre. Donc c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, dans le cas inverse, je ne sais pas s'il l'aurait fait. Je pense que oui, je le connaissais, mais voilà, dans tous les cas, moi je tiens à ma parole. Donc voilà. Donc clairement, avec une draw, ça aurait pas été la même parce que ça aurait fait que tous ces gens qui auraient draw auraient pas pu draw. Si j'avais gagné la dernière, évidemment, si j'avais gagné après. Voilà, malheureusement, c'est pas le cas. J'en rencontre un autre Eden en plus à la fin, donc pareil, on reva au time, je la gagne sur le fil, mais bon, voilà, on s'est partagé un peu les boosters à la fin, c'était un peu la fin de toute façon, on s'est dit à 5-2, on va voir s'il y a quelqu'un qui passe, non, c'était pas possible. Il aurait fallu que j'ai ma draw contre Voilou et que je gagne tout le reste derrière. Bon, voilà, c'est moi, enfin c'est Paris quoi, c'est le genre de dinguerie que tu peux retrouver à Paris. Sur le Vador, j'ai pas de chat, je build contre, mon deck sort pas. Sinon, en fait, c'est vraiment le tournoi sans regret parce que vraiment, je joue bien. À part ma première game matinale comme d'hab où je fais des dingueries, je perds la première de manière ridicule. Je sors un boss alors que je joue un Throne rouge qui est bleu et j'oublie pouvoir the Dark Side tellement que j'ai plus l'habitude de jouer comme Throne rouge. Donc, ridicule. Après, je gagne les deux autres. Sinon, franchement, honnêtement, je joue bien. J'ai même fait une game streamée si vous voulez aller voir contre un Boba Datavolt où je suis en 3-1. Donc, joueur ok. Franchement, je joue bien et il y a des lignes de play qui sont assez intéressantes. Donc voilà, malheureusement, cette fois, ça passe pas. Putain d'Iden, j'en rencontre deux, c'est quand même fou. Pas un Queenlan, pas une Sabine. Reprendre ma revanche contre un autre Vador jaune, non. Bon, ben voilà, c'est la magie du pairing, ça arrive. Je suis à 5-2, la place du con, ça arrive. Donc voilà, du coup, bah, la méta, comment elle se finit? Donc là, c'est l'ensemble de la méta. Leader in top 8. Moi, je trouve que ça, c'est presque plus significatif. Leader base winner. Parce qu'on se retrouve avec Kira Redatavol qui a des stats insane de win quand même. Regardez, hein, 16 wins alors que c'est un deck qui est arrivé tard. Et regardez dans le top 8, il est à peine 5ème, mais il est 2ème dans les wins. C'est là que tu vois. En fait, voilà. Pourquoi Ray? Parce qu'en fait, ces match-up pas ouf, c'est des match-up très peu présents. Et en fait, il est très bon contre les deux extrêmes du prisme. Il est très bon contre tout ce qui est aggro. Donc, il avait des faiblesses contre Vador, mais je crois que via le side, ils ont commencé à les compenser, notamment avec la carte qui met des 2-2 sentinelles dans tous les sens. Je pense que match-up reste pas évident, mais au fur et à mesure, c'est un deck qui a pu s'adapter. Mais surtout, il est très bon contre tout ce qui est Sabine et Anne de Verre. Là, c'est ingérable pour ces decks-là. Et d'ailleurs, on le voit à Keo, à chaque fois qu'il tombe contre Loulou, il est tombé contre Loulou, il lui met des 2-0 secs. Je pense que Loulou peut rien faire, alors que c'est un super joueur aggro. C'est vraiment le deck anti-aggro par excellence. Et en plus de ça, c'est le deck le plus grind. Et donc, il tue les contrôles, les Kira, les hidden machin et tout. Parce qu'il grind à l'infini, il pioche et il grind. Donc, très très dur à passer pour ces decks-là. Donc voilà, il est très bon contre les deux extrêmes. Et je pense qu'il est un peu moins bon contre des match-ups plus exotiques. Je connais assez peu le deck. Moi, il m'a ennuyé, donc je l'ai assez peu joué. Dites-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que Boba Datavol, typiquement, c'est pas ouf. Mon boss, que je pense que c'est pas ouf. Et si on m'a dit que vert rouge héroïsme, c'était pas ouf non plus, mais des verts rouges héroïsme, on les voyait de moins en moins. Typiquement, Anne 2 Datavolt, on le voyait de moins en moins.
Donc voilà, même s'il a été bien présent comme vous voyez dans la méta, mais on voyait plus les bleus au final. Donc là, Han 2, il est bien dans les top 8, mais c'était plus sur les bleus en fin de set. Vous voyez, là par exemple, il est assez bas en leader base, mais en leader in top 8, il est bien remonté parce qu'il était vraiment là en bleu sur la fin de set. Donc voilà, Kira, Sabine, parce qu'ils ont pris de l'avance, mais moi pour moi, à la fin de la méta, c'est vraiment Quinlan, Han 2, enfin d'abord Quinlan, après Rey, après je mettrai Dark Vador, Sabine, et Dark Vador, Sabine, et puis après Kira finalement qui redescend un peu, hein, on la voit redescendre, regardez typiquement sur ce top là, hop, on revient en arrière, je vais y arriver, c'est ici, sur ce top, bah il n'y a pas une seule Kira. Et moi, mon pote Ephémite de la team qui jouait Kira, là, bon, là, il a joué Boba 2, mais il sentait que Kira, ça devenait de plus en plus dur contre pas mal de match-up, en fait. Donc pour moi, vraiment, la méta de fin de set, c'est vraiment ça. Quinlan, qui était très bien en fin de set, Rey, la petite surprise Boba, et il y a toujours un Boba là sur sur ces derniers PQ qui arrivait à s'incruster là-dedans, et puis Vador jaune. Vador jaune, systématiquement, t'en as au moins un top 4. Et en Suisse, en moyenne, tu t'en tapes 2, voire 3. Moi, le tournoi d'avant, je m'en tape 3. Celui-là, je m'en tape un, mais je pense que la moyenne, c'est plutôt autour des 2. Celui-là, c'était particulier. On était en fin de set. Soit les gens avaient pas envie de se prendre la tête et jouer ultra aggro, soit ils jouaient ultra contrôle. Donc, c'était très polarisé ce tournoi. C'était très bizarre. Mais le top 8, je le trouve pour le coup très représentatif. Et Yukunur qui a trouvé son deck de fin de set, qui a fait des perfs très moyennes avec Han 2 Datavolt. Mais en fait, Kunlan, bah, c'est un peu le remplaçant de Han 2 jaune en termes de playstyle. Moi, je l'ai pas mal joué, Kunlan. J'ai hésité à passer là-dessus. Mais bon, je me suis dit, probablement que boss dans la prochaine méta, ça va être très compliqué. Donc autant que je joue boss que potentiellement une dernière fois et peut-être arriver à accrocher un dernier top 8. Peut-être même un top 4. C'est le prochain objectif. Mais voilà. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi la méta de maintenant? Je pense que je vais pas beaucoup vous surprendre en vous disant que c'est la force, et notamment Han 2, donc Han 2 vert. Et pour moi, plutôt Han 2 bleu. Donc ici, Torque par exemple a fait une liste, nous on a bossé sur une liste aussi. Ben, c'est assez classique, vous allez voir des trucs assez similaires, hein. Ce qui se caractérise, c'est de la force, Ogdo Bogdo. Alors là, ça c'est un truc vraiment qui est chez tout le monde, hein. 3 Shirut, 3 Itinerant Warrior et surtout 3 Kiadimundi. Kiadimundi, Shirut, c'est insane. Shirut, c'est une sentinelle. Pour aller lui taper dedans, si t'as un token de force, il faut mettre 7 de puissance. C'est fou. Kiadimundi, ça fait piocher 2. C'est la meilleure carte du set. Voilà, c'est dit. Mace Windu qui est excellent. Anakin qui est bon aussi dans ce deck, qui fait du -3/-3, qui est très versatile. Mais Mace Windu, c'est un open fire quand il arrive, mais il faut dépenser le token force. Et voilà, et ça grind après avec du Crate et du Chewbacca. Bon, là, il y a des versions un peu différentes, du Force Row, évidemment. Là, évidemment, les listes, elles sont pas affinées encore, mais vraiment, les axes principaux, c'est Force Row, T-Drop 2, Ezra, Cassian, Grogu, Ogdo Bogdo, qui est une 5-2 quand elle arrive. Moi, j'aime beaucoup Jedi in Hiding aussi. On va y revenir parce que je vais faire une vidéo sur les decks sur lesquels on bosse et que je trouve fort. Évidemment, ça ne sera pas des listes finales, mais ça donnera un peu des idées. Ce que vous allez retrouver, ouais, c'est Shirut, Itinerant Warrior qui a dit. Et puis après, en fin de boucle, vous allez tout le temps retrouver Mace Windu, Luke, voilà, à minima. Sur la version verte, moi, je suis pas convaincu que ce soit cette version qui perce. Parce que le problème, c'est que par rapport à Datavolt, tu perds quand même 5 HP. Et je suis pas sûr que le payoff force en vale vraiment le coup. Là, le payoff force, en gros, c'est lui qui permet de ramper. Qui a dit, comme je vous ai dit, c'est la meilleure carte du set, donc on est d'accord, c'est un vrai payoff. Qui fait piocher 2 cartes. Et Mace Windu Yoda. Est-ce que ça suffit pour les 5 HP? Là, comme ça, sur le papier, j'ai envie de dire que oui. Et Force Row, évidemment. Dans les faits, c'est pas évident parce que le deck 2 Datavolt est quand même très fort. Là, vous voyez, on a quand même enlevé Podameron. Lui, on peut quand même toujours le jouer. C'est pas évident à dire. On peut jouer avec 3 pots, 3 crêtes dragon.
C'est vraiment pas évident parce que oui, les payoffs sont très bons, mais on enlève aussi des très bonnes cartes en échange. Moi, un 2 Datavolt, je l'ai peu joué. Là aussi, cette version pour moi est très greedy parce qu'elle joue pas de Fall the Dragon. Moi, pour moi, ce deck ne peut pas jouer sans Fall the Dragon of Color parce que sinon, sur les grosses unités, quand tu arrives en late, bah, l'autre sort un Avenger ou un truc comme ça, bah, tu peux pas revenir parce que tu pourras jamais l'enlever. Donc voilà, moi je pense que il faut forcément laisser une place pour ça. Et c'est un deck de 50 cartes, donc voilà où vous allez trouver les places. Si tu tombes sur un 2 Data Vault, je pense que tu vas perdre la course du grind parce qu'il aura les Fall the Dragon en main et il va pouvoir grinder beaucoup plus fort en late, quoi. Donc dur à dire, mais en tout cas, ça sera l'une ou l'autre version, très clairement. Han 2 va toujours être là, très clairement. Après, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un petit peu de Obi-Wan potentiellement. Moi, je suis pas très impressionné par le deck encore. Talzin aussi, pas très impressionné par la rouge aussi. Talzin, il y a un gros problème. La version rouge sur le papier, elle est trop bien. Mais regardez, vous allez très vite voir le problème de Talzin. Euh, c'est que drop 2, Force Raw, trop bien. Force Lighting, carte énorme en Villainy rouge. Vraiment, vraiment très très forte. Elle n'existait pas parce qu'il n'y avait pas le deck pour. Et là, j'ai presque envie de vous dire, malheureusement, ça reste probablement d'être encore le cas parce que le deck pour, ça devait être celui-là. Et il a deux gros défauts. Les drop 2 sont excellents. Caris, excellent. Et en drop 3, bah, il n'y a rien. Il y a Jedi in Hiding, mais en Villainy, vous voyez, il n'y a rien. On peut jouer l'Inquisiteur. Pour moi, il y a l'Inquisiteur qui doit absolument être joué. Cette version, elle est un peu bizarre. Mais voilà, basiquement, il y a l'Inquisiteur et c'est tout. C'est un peu léger quand de l'autre côté, il y a Ezra, Yoda et ce genre de choses. C'est très très léger. Et regardez en drop 4 la concentration. Le problème, c'est que tu peux même pas tous les jouer. Talzin Assassin, c'est excellent, ça met -3/-3. Chirrut, on ne va pas y revenir, meilleur sentinelle de jeu si tu joues force. Et Dark Tyrannus, qui est une 4-3 sentinelle en bouche, qui est excellente. Mais tu es obligé d'en jouer que 2, tellement qu'à 4, tu peux pas tout jouer en fait. Donc quand tu joues en 2, c'est cool parce que tu peux les cheater à 3. Mais là, c'est un pur drop 4 et tu peux pas mettre autant de drop 4 dans ton deck, quoi. Et en plus, là, le mec est greedy, il joue Shatterpoint en plus, voilà. Et à 5, bah regardez, il n'y a rien. Il y a Oldaka. Oldaka qui est une 6-6 conditionnelle où il faut que tu remontes une Night Sister, sachant que les Night Sisters, bah, il y a Talazin Assassin, Caris et ça, qui ont 90% de chance d'être mortes depuis bien longtemps en fait. Donc potentiellement ça joue très bien en combo avec ça, mais ça veut dire qu'il faut avoir joué ça avant et que l'adversaire l'ait pas géré. Enfin, vous voyez le délire quoi. Et après, bah voilà, en fait, la courbe est excellente à 2. Il y a des sorts excellents avec Force Lighting. Renaissance, c'est très bon. Tu peux jouer tous les sorts bleu Villainy. T'as Power of the Dark Side, ok, très cool. C'est vraiment très bon, mais voilà, t'as un 3-5 et un 3 qui sont colossales. Là où, si on veut comparer avec un deck qui ressemble un peu, qui est Queenland, à 3 avec Queenland, c'est pas les mêmes. Hein. T'as Faucon Millennium, t'as la 2-3 qui se détape et qui peut aller taper à la base, et en mettant des dégâts indirects. T'as Red 5, t'as beaucoup plus d'unités de qualité, quoi. Cassian, wesh. Là, t'as aucune 3-5, typiquement. C'est un énorme problème, quoi. Là où de l'autre côté, t'as Ezra. Et tu peux toujours continuer à jouer Cassian, même s'il a pas la force, quoi. Donc, gros, gros problème. Et à 5, wesh, on a Plo Koon, nous. Hein. Là, Oldaka, c'est pas la même, quoi. Il manque vraiment un 5 drop vraiment beaucoup plus impactant que ça, quoi. Donc, écoute, peut-être que ça va me faire mentir et qu'il y a des versions qui vont être trouvées, quoi. Et peut-être qu'Oldaka, il y a un moyen un peu plus stable de la jouer, quoi. Parce que c'est vrai qu'à 5, tu peux quand même jouer Talzin Assassin, un Force Row, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, c'est vraiment le drop 3 qui me fait peur, quoi. Et après, quand tu montes, bah ouais, ok, t'as Anakin. À 7, t'as pas l'équivalent d'Han Solo. Je sais pas. On n'arrive pas à trouver une version stable contre Control, typiquement, contre Villainy. On a du mal. On a du mal contre Control Villainy et même contre pas mal d'autres trucs. Deck galère un peu contre 2 et tout. Voilà. Dur, 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 dur. On a testé en vert, on a testé en jaune. C'est cool, mais c'est pas assez fort pour l'instant encore. Donc voilà. Pourquoi je parle beaucoup de Talzin? Parce que le leader est trop fort en fait. Le leader, quand tu enlèves un token force, tu fais -1, donc c'est trop fort. Enfin, le pouvoir leader est ok, mais c'est surtout le leader en lui-même. C'est une 3-7 qui donne -1 en attaque, c'est insane. En gros, virtuellement, c'est une 4-8, quoi. Quand elle tape dans quelque chose, c'est une 4-8, quoi.
Donc vraiment très très fort. Moi j'ai un excellent feeling avec le leader, mais en fait c'est le support qu'il y a avec qui pour l'instant est compliqué quoi. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on va y revenir. Mais en gros, ouais, la principale menace c'est ça. Vador, mais en ICL. Problème, comment Kira va perdre 8 points de vie pour jouer Vador ICL alors qu'elle galère déjà contre Agro et Vador? Réponse, pour moi c'est impossible. Du coup, comment tu le joues? Tu vas le jouer avec Timely Intervention. Du coup, ça veut dire que tu vas devoir virer des slots de ton Kira Datavolt pour ajouter des Timely et pour ajouter des Vador. Est-ce que ça va être viable? Dur à dire parce que Kira, elle galère déjà pas vraiment contre midrange. Et ça, c'est une pure carte de midrange. Si tu la sors à 8 ou à 7 avec Timely Intervention, pure carte midrange. C'est dur à dire en fait, mais sachant que midrange, comme on vient de le voir, c'est quand même beaucoup amélioré. Donc ça peut vraiment aider typiquement contre Anne de Verre où c'était déjà un deck contre lequel Kira avait du mal. Est-ce que c'est bon contre Red EV? Potentiellement, parce que là aussi on avait dit Kira avait du mal contre Red EV. Donc à voir si cette carte aide vraiment. Si c'est le cas, ouais, ça va être très méta. Moi, là où je la vois potentiellement initiale, mais je suis pas très bon builder de ça, pour moi ça serait avec comment il s'appelle? Gar Saxon. Gar Saxon ICL, donc là vous voyez on voit même pas la liste, on le voit en double bleu. Moi pour moi Gar Saxon ICL ça fait sens parce que Gar Saxon c'est plutôt un leader aggro et sortir le même tour ton leader plus un Vador ICL qui fait du 3 pour 1, ouais. Vador, je ne peux pas euh, accentuer le fait d'à quel point c'est fort et débile quand tu le sors à 6. C'est encore plus fort que Waker dans la plupart des situations. Waker, l'avantage, c'est qu'il a Overwhelm, donc il peut taper au-delà de la base, mais lui, regardez la débilité. Il faut qu'il y ait un truc sur le grand. Ok. Contre Vador et tout, bah du coup, c'est complètement inutile. Faut le savoir, ça aussi, quoi. Contre tous les decks qui vont space, c'est totalement inutile. Parce qu'il faut absolument qu'il embouche sur le sol. Mais une fois qu'il embouche sur le sol, tu mets un shield sur lui et une autre unité qui peut être dans l'espace. Et il va à la fois tuer cette unité sur laquelle tu as mis un shield, quelle que soit sa force, ça peut être n'importe quoi. Un leader aussi, bien sûr. Un leader, c'est insane. Contre Anakin, typiquement, Kunlan et tout, c'est complètement fou. Et il va en bouche à 5 en plus. Et avec Gar Saxon, comme il a un shield, il a en bouche à 6. Donc c'est encore meilleur avec Gar Saxon. C'est pour ça que je vous dis, moi je pense qu'il y a un truc avec Gar Saxon. Malheureusement, c'est un truc que je joue pas trop, Gar Saxon. Je suis pas très bon avec ce truc, donc voilà. Mais voilà, je vous dis, Gar Saxon, retenez-le. Et comme il avait un shield lui-même, bah il reste vivant. Donc ça veut dire que l'adversaire doit gérer une 5-6 sur le board tour d'après, quoi. Ou ce tour-là. Donc voilà, c'est du 3 pour 1, basiquement, qui tue des leaders, qui tue n'importe quoi dont un leader. Donc c'est complètement fou, on n'a jamais vu cette value dans le jeu. Par contre, quand il arrive sans ICL, il est complètement nul, parce qu'il arrive, il donne un shield. Et après, il va falloir que tu attaques avec au prochain tour pour tuer un truc qui a un shield. Autant dire qu'il aura été géré à ce stade de la game, un truc à 6 qui n'est pas géré. De toute façon, l'adversaire a déjà perdu. Il n'a pas besoin du pouvoir de Vador pour ça, très clairement. Et il fait rien en arrivant, donc contre aggro, autant dire que tu auras pris déjà la sauce sur la base. Donc si tu attends qu'il ait fait un truc le tour d'après, donc en fait, on a rarement vu une carte aussi bizarre dans le sens où Breaker, c'est bon en dehors d'ICL aussi. Hein. Anne 2, typiquement, quand il le cheat, Breaker, ça rase bon. Hein. Ça arrive, ça met 5 dégâts sur le grand. Hein. Et t'as une 7-6 derrière, tour d'après à gérer. Là, lui, il arrive, il met un shield à l'adversaire. Et à lui. C'est nul. Donc en fait, ouais, c'est une carte très très bizarre. Si on lui trouve pas une réelle utilité avec ICL ou avec Timely Intervention, c'est une carte de merde. Mais avec ICL ou Timely, c'est une des meilleures cartes du jeu. Surtout, en fait, avec ICL, c'est la meilleure carte du jeu, clairement. Et avec Timely, ça reste à démontrer. Notamment avec Kira. Mais ça reste à démontrer, moi je pense que c'est fort. C'est pas aussi fort qu'on le dit du coup, parce que ça joue à 8, hein, c'est pas la même, ou à 7, c'est pas du tout la même. Mais avec ICL, si un deck trouve comment le builder, c'est complètement fou. Donc voilà. Du coup, bah on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai quand même un petit peu ma liste Gariciel. Je pense que vous trouverez des trucs pour l'améliorer. Mais voilà, prochaine vidéo, du coup ça sera sur ça.
Ça sera sur quelques listes un peu compètes que je vois bien arriver 7-5. Des listes un peu originales aussi, sur lesquelles on a bossé. Donc évidemment, des listes en cours de fabrication. Mais voilà, rejoignez le Discord, il est ouvert. On peut parler de ces decklists dessus. Je mettrai le lien dans les commentaires, le Discord de la team. Et puis voilà. J'espère que vous avez aimé ce premier format. N'hésitez pas à dire, à faire des retours évidemment, puisque moi j'ai l'habitude sur le jeu de société, mais sur Star Wars, du coup, c'est ma première. Donc voilà. N'hésitez pas à dire aussi si vous trouvez qu'en français c'est pertinent. Voilà. Et puis, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao.